Nous avons le plaisir maintenant d'inviter professeur Somaya Ramer, chef du service d'anatomie et cytologie pathologique à l'hôpital Charles-Nicolle. Aussi, elle est chef de laboratoire de recherche marqueur theranostique à la faculté de médecine de Tunis. Donc, elle va nous présenter une conférence, le cancer de l'ovaire épithélial de haut grade, spectre mutationnel. Vous avez la parole. C'est un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Merci l'Association de recherche contre le cancer, tout le bureau et AstraZeneca pour m'avoir permis d'être discuter avec vous les testings des cancers de l'ovaire. Donc, le plan de ma présentation, ça va être sur 3 axes. Quelles sont les anomalies histologiques et moléculaires qu'on voit dans les cancers de l'ovaire de haut grade, comment les chercher et quelles sont les règles de bonne pratique à suivre pour avoir un testing adéquat. Donc, on commence par les anomalies histologiques. On sait que les carcinomes ovariens, les tumeurs épithéliales malignes, donc c'est 80% des tumeurs ovariennes. Il y a un groupe hétérogène, comme l'a dit tout à l'heure mon ami professeur Bouzaïen, mais on peut les regrouper en 5 grands groupes avec des particularités morphologiques, immunohistochimiques, moléculaires et thérapeutiques différentes, et bien sûr de cancérogénèse différentes. Donc, schématiquement, on a les tumeurs qui se développent. On a le carcinome de haut grade, le séreux de haut grade qui est le plus fréquent, qui se développe à partir de l'épithélium tubaire et pas de l'ovaire. Donc, dans la majorité des cas, c'est un institut tubaire qui donne ce cancer invasif. Et on sait que les formes héréditaires de ce cancer sont plus fréquemment associées aux anomalies du gène BRCA1 ou 2. Puis les autres variantes sont beaucoup plus rares. On a les cellules claires, c'est 10% des cas. On a les endométrioïdes, c'est encore 10% des cas. Les deux se développent à partir de foyers d'endométriose et se développent sur des tumeurs borderline. Et les deux, dans les formes héréditaires, sont associés au syndrome de Lynch et pas aux anomalies du BRCA, sauf pour le cancer endométrioïde de haut grade, peut être associé à une anomalie germinale ou somatique du BRCA. Et puis, plus rare, le carcinome séreux de bas grade, qui se développe comme le haut grade à partir de l'épithélium tubaire et il se développe à partir d'une tumeur séreuse borderline. Donc, les borderline, souvent, lorsqu'elles deviennent invasives, donnent un carcinome séreux de bas grade. Le carcinome mucineux est plus rare. Il se développe sur une tumeur borderline et on ne sait pas les formes familiales de ce cancer. Donc, schématiquement, ces grands groupes de cancers, comme j'ai dit tout à l'heure, ont des anomalies moléculaires spécifiques. Et je ne suis pas tout d'accord avec mon ami Hatem Bouzaïen, professeur Bouzaïen. C'est toujours l'affaire de l'anapathe et c'est l'affaire de la pathologie moléculaire, pas génétique en sens large du mot, parce que génétique, on entend toujours constitutionnel, alors que les anomalies sont souvent somatiques. Donc, pour les cancers de haut grade, vous savez que la mutation du P53 elle est fréquente. On a les anomalies de réparation des cassures double brin, de la recombinaison homologue, et des anomalies du gène BRCA somatique ou germinal assez fréquentes dans ces tumeurs. Dans les endométrioïdes, sauf le haut grade, donc on a d'autres types de mutations qui atteignent le PTEN, le PIK3CA. Cellules claires aussi, autre mutation, PIK3CA en commun avec l'endométrioïde. Le bas grade, le séreux de bas grade, c'est des mutations de BRAF et de KRAS surtout. Et on ne trouve pas la mutation de P53 qu'on voit dans le séreux de haut grade. Et le mucineux, c'est comme le digestif, on a à peu près les mutations KRAS. Donc schématiquement, ces groupes hétérogènes de 5 groupes, on peut le regrouper encore plus en 2 types. C'est assez schématique, mais ça peut... Le type A qui est assez gentil, donc le carcinome séreux de bas grade, le carcinome endométrioïde de bas grade, le carcinome mucineux, le carcinome à cellules claires. Donc, ils se développent de façon lente et vous savez qu'on peut les voir à un stade assez précoce. Et génétiquement, donc, sur le plan moléculaire, je veux dire, on n'a pas d'instabilité génétique et on a des anomalies de PTEN, de BRAF et de PIK3CA. Le type 2, qui est le plus agressif, c'est le séreux de haut grade, c'est le carcinosarcome, c'est le carcinome indifférencié, c'est l'endométrioïde de haut grade. Donc, ils sont très agressifs, on les découvre à un stade avancé. Et sur le plan moléculaire, on a une instabilité génétique. Et on a souvent des mutations de P53 et on peut trouver des anomalies du BRCA, germinal ou somatique.
Donc le BRCA, vous savez, on a 2 gènes qui ont été découverts dans les années 90. Et retenez ce chiffre que c'est des gènes longs. On a 22 exons sur le BRCA1 et 26 exons sur le BRCA2. Et ça explique tout à l'heure, on va revenir tout à l'heure pour le testing. Donc les gènes BRCA, vous savez qu'ils ont des fonctions mixtes. C'est pour ça qu'on les appelle des gènes gardiens du génome parce qu'ils interviennent dans plusieurs processus. Ils interviennent dans le maintien de l'intégrité de l'ADN dans le mécanisme de recombinaison homologue. Ce sont des gènes qui ont une action suppresseur de tumeurs, donc c'est des anti-oncogènes, et ils interviennent dans la régulation du cycle cellulaire. Donc ils ont des fonctions très importantes dans la régulation de la prolifération tumorale, et s'ils sont anormaux, ça explique la tumorogénèse. Donc pour ce mécanisme d'intervention du BRCA, ça s'applique à la majorité des anti-oncogènes liés à la théorie de Knudson. Depuis les années 70, ça a été surtout initialement découvert pour le rétinoblastome, mais on sait que ça s'applique à la majorité des anti-oncogènes, c'est-à-dire pour que l'anomalie ait une répercussion sur la fonction du gène, il faut que les 2 allèles soient mutés, soit un allèle muté hérité, et la 2e anomalie survient sur le somatique. Ça explique la prédisposition. Donc déjà on a un allèle muté, et donc si on a un deuxième, on va développer une tumeur. Et dans la deuxième situation, c'est qu'on ait des allèles normaux, et puis il y a 2 phénomènes qui vont apparaître. D'abord le premier allèle, puis le deuxième allèle qui sera muté. Donc je vais rentrer un petit peu dans les mécanismes d'anomalie génétique. Donc on sait que par cellule par jour, on a 10 puissance 4 à 10 puissance 5 lésions. Donc il y a beaucoup de lésions de l'ADN chaque jour dans les cellules. Notre corps humain, il y a 10 puissance 13 cellules. Donc ça vous donne l'immense importance d'avoir des systèmes de réparation effectifs et efficaces. Donc ces altérations de l'ADN, on a thématiquement 4 sortes. Ça peut être des altérations génétiques, donc une anomalie de base, donc une mutation du gène lui-même. Et de plus en plus, on s'intéresse aux anomalies épigénétiques, c'est-à-dire le gène est normal. Si on le séquence, ça va être un gène normal, mais on a des phénomènes épigénétiques, c'est la méthylation du promoteur du gène qui rend le gène actif ou inactif, et les anomalies des histones et de l'expression des MIR. Donc, c'est des phénomènes épigénétiques. On retrouve les 2 dans le BRCA. Maintenant, on peut avoir des anomalies de la structure du chromosome, c'est-à-dire soit une coupure, une cassure d'un brin d'un chromosome, ou une cassure de double brin de ce chromosome. Ça, c'est les anomalies structurales. Et donc, schématiquement, si on regroupe ces mécanismes, pour les cassures simples bras, on a le mécanisme de réparation par excision de base. Et là, c'est l'EPARP et on reviendra sur ça. Par excision de nucléotides, c'est le cas des XP. Par mésappareillement, des réparations des mésappareillements, c'est pour le Lynch, les systèmes MMR, etc. Et puis, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la réparation des cassures double bras par mécanisme de recombinaison homologue. Il y a un deuxième mécanisme que la cellule possède, c'est la réparation par jonction d'extrémités non homologues. C'est assez simple. La recombinaison homologue, lorsque la cellule va utiliser la chromatide sœur intacte comme matrice pour réaliser une réparation fidèle et pour restaurer la séquence d'ADN. Donc, on a une séquence perdue parce qu'on a une rupture. La séquence qui persiste, donc on y aura une synthèse sur cette matrice, une synthèse, et donc on va avoir une restitution de l'ADN tel comme il a été. Donc la recombinaison homologue donne une restitution fidèle. Narja l'ADN comme il était initialement. Mais elle est lente, ça prend plus de temps. Le deuxième mécanisme de réparation des anomalies double bras, c'est la réparation par jonction d'extrémités non homologues. Donc la cassure qui était dans les 2 bras va être soudée. Les 2 extrémités vont se joindre sans qu'il y ait reconstitution. Donc c'est infidèle. On va avoir des anomalies dans l'ADN qu'on a construit, puisqu'on n'a pas réparé la zone qui a été perdue. Donc c'est une voie rapide mais infidèle. Et ça nous explique les anomalies qu'on voit
lorsqu'on a un BRCA déficient. Donc, la voie de la recombinaison homologue déficiente peut, en cas d'inactivation de BRCA ou BRCA2, mais il faut savoir qu'il n'y a pas que ces deux gènes. On parle souvent du BRCA1 et 2, mais il y en a une multitude d'autres gènes, plus que 30 autres gènes, qui sont impliqués aussi dans cette recombinaison homologue. Donc, lorsqu'elle est déficiente, on va pas avoir la réparation parfaite de l'ADN, et donc on va utiliser surtout la deuxième voie qui est imparfaite, la recombinaison non homologue. Et donc, on va avoir une accumulation des altérations génétiques dans cette cellule. Ça peut être des translocations, des mutations, des amplifications, et ce qui crée l'instabilité génomique et puis à la fin le développement d'une tumeur en cas de ces anomalies de ces gènes. Donc, deux mots, ça, on ne va pas rentrer dans le détail, c'est très compliqué, mais on sait que la recombinaison homologue, c'est un mécanisme lent qui fait une machinerie enzymatique très importante. Beaucoup de protéines sont impliquées et il y a plusieurs étapes. D'abord, il faut que la cellule reconnaisse qu'il y a une anomalie. Donc, il faut que la cassure soit reconnue. C'est les protéines, ce qu'on appelle des protéines senseurs, qui vont reconnaître l'existence de la cassure double brin et vont déclencher le mécanisme. Puis, il y a médiation des signaux, là où intervient le BRCA1. Puis, la réparation donc, va être initiée, entre autres par l'intervention de BRCA2. Et puis, dans tout ça, il y a d'autres molécules qui interviennent, qui sont des molécules facilitatrices, telles que le PAL-B2, le PRIBOL. Donc, je disais tout à l'heure que la recombinaison homologue fait intervenir plusieurs protéines, donc plusieurs gènes. C'est un mécanisme complexe où on a cité une trentaine de gènes. Ils sont tous des anti-oncogènes, donc des gènes suppresseurs de tumeurs. Et pour qu'ils soient activés, il faut qu'il y ait une double anomalie dans les deux allèles pour entraîner un phénotype HRD. Et tous ces gènes que vous voyez ici, on va les retrouver c'est des gènes aussi de prédisposition au cancer, donc il y a des maladies de prédisposition lorsque un allèle est atteint. Donc, on revient à ce mécanisme de réparation par recombinaison homologue, les différentes protéines qui interviennent dans ce mécanisme. Et puis, on a parlé tout à l'heure de la réparation par excision de base. C'est plusieurs aussi enzymes, principalement l'enzyme polyadépéribose polymérase, l'enzyme PARP. Et donc, lorsque les mécanismes de réparation de la recombinaison homologue sont atteints, ça donne un phénotype qui rappelle les cancers BRCA, donc c'est ce qu'on appelle un phénotype BRCA-NES ou HRD-NES. Donc, ça peut impliquer plusieurs gènes, entre autres le BRCA. Donc, quels sont les mécanismes de cette déficience de la recombinaison homologue? On a vu qu'il y a des phénomènes génétiques, c'est-à-dire des mutations de BRCA, de BRCA2, des mutations pathogènes de BRCA, BRCA2, mais pas que, aussi les autres gènes qu'on ne doit pas oublier. Ça se voit dans 20% des cas. Mais on sait aussi qu'il n'y a pas que les mutations des gènes, il y a des phénomènes épigénétiques, tels que l'hyperméthylation du promoteur de BRCA. Donc, il y a des phénomènes génétiques, épigénétiques, qu'on doit analyser pour connaître, pour savoir, pour dire s'il y a un phénotype HRD déficient ou pas. Donc, vous savez que les mutations BRCA1 ou 2 sont présentes dans 20 à 22% des cancers de l'ovaire, que 13 à 15% de ces mutations sont germinales, donc on les trouve dans toutes les cellules, et 7% sont des mutations uniquement somatiques. On sait aussi que 50%, donc un cancer de l'ovaire au grade sur 2, est HRD, est déficient de la recombinaison homologue. Et donc, ça peut être, dans ces 50%, il y a 20% qui sont liés au BRCA, mais dans les 30%, il y a d'autres mécanismes qui sont la méthylation du gène promoteur de BRCA, qui sont tous les autres gènes qu'on a cités tout à l'heure, les plus que 30 gènes qu'on a cités sont impliqués ici. Donc, chacun intervient de façon rare, dans moins de 1%, mais si on les regroupe, ça va être à peu près 20% des cas. Donc, c'est important quand même de les analyser, même si c'est des rares cas, si on les prend un à un. Et donc, comme on a vu tout à l'heure, si la réparation par recombinaison homologue est déficiente, on a un risque de développer un cancer de l'ovaire ou du sein.
Mais si on applique, donc ça c'est très bien connu maintenant, si on applique les anti-PARP, si on inhibe la voie de réparation par excision de base, on va créer deux mécanismes déficients et donc la cellule ne va pas survivre à ces deux anomalies mixtes et ce qu'on appelle la létalité synthétique. Donc la définition que j'ai prise de l'Académie de médecine, la létalité synthétique, c'est la mort cellulaire obtenue par synergie. Il y a deux actions, deux phénomènes, synergie d'action de deux événements qui sont initialement non létaux. Une cellule qui est BRCA mutée, elle ne va pas mourir de cette anomalie. Mais si on accumule une deuxième anomalie, donc la combinaison des deux mutations va entraîner la mort de la cellule, la létalité synthétique. Et donc ça, c'est le phénomène que vous connaissez très bien, qui est utilisé, qui explique l'action des antiparps. Donc la théorie de la létalité synthétique, lorsqu'on a un ADN endommagé, une cellule normale a un mécanisme BER actif, a un mécanisme de recombinaison homologue actif, donc elle va réparer cette anomalie et c'est une cellule viable. Une cellule qui a un BRCA muté ou autre gène de recombinaison homologue muté ou inactif par phénomène épigénétique est aussi viable parce qu'elle a d'autres mécanismes de compenser qui ne sont pas fidèles, mais elle arrive à vivre. De même, si il y a seulement l'anomalie de PARP ou des autres enzymes de la voie BER, la cellule est viable. Mais si on accumule dans la même cellule une anomalie de la recombinaison homologue et une anomalie de la voie BER, on va détruire cette cellule, donc elle va mourir, elle ne va pas pouvoir survivre. Donc la question maintenant, c'est on va tester HRD et BRCA et autres gènes de recombinaison pour quelle tumeur. Donc ce qui est recommandé actuellement, c'est tous les carcinomes séreux de haut grade, de l'ovaire, de la trompe ou du péritoine. Les carcinomes endométrioïdes de haut grade, les carcinomes indifférenciés, les carcinomes à cellules claires. Et donc, pour résumer, tous les carcinomes de haut grade, sauf les mucineux. Et puis, quelle que soit l'histoire et l'âge, on ne va pas dire si c'est une femme jeune, elle a plus de risques ou s'il y a des antécédents familiaux. Quel que soit l'âge et l'histoire. Quand tester, comme a dit le professeur Bouzaïen, donc on va tester au diagnostic, au moment du diagnostic de ces cancers, et les résultats doivent être disponibles à la fin de la première ligne de chimiothérapie, au moment où la maintenance par les antiPARP est prescrite. On doit faire l'analyse sur les cellules somatiques, j'ai souligné somatiques, donc sur les cellules tumorales et pas dans le sang, et au moment du diagnostic. Maintenant, comment chercher ces mutations, ces anomalies génétiques, comment on va les analyser? Il y a deux stratégies possibles. Soit on va étudier tous ces gènes qui sont impliqués dans la recombinaison homologue, le BRCA, BRCA2 et tous les autres gènes qu'on connaît, et certainement il y en a peut-être qu'on ne connaît pas. Deuxième possibilité, deuxième stratégie, c'est on va pas analyser les gènes, mais on va analyser la conséquence. L'anomalie qu'on voit liée à le phénotype associé au HRD. C'est l'instabilité génétique. Donc l'analyse, la première option, si on va faire un testing par analyse des gènes, donc vous savez qu'on doit analyser tous ces gènes-là et on doit faire des études d'épigénétique associées si on ne trouve pas d'anomalie génétique. Maintenant, où on va analyser ces anomalies? Est-ce qu'on va les analyser dans toutes les cellules ou dans les cellules cancéreuses? Dans toutes les cellules, c'est le germinal, et donc c'est la spécialité génétique, et dans toutes les cellules somatiques, c'est la pathologie moléculaire. Donc, c'est l'étude des cellules tumorales. Pour faire une analyse germinale héréditaire, vous savez qu'il y a une implication familiale et que ça se fait dans le sang ou la salive. Plus généralement, c'est sur le sang. Pour faire l'analyse des mutations somatiques, on n'a pas d'implication familiale, on analyse les cellules cancéreuses et ça se fait sur les cellules tumorales. Donc, ce qui est disponible, c'est le tissu fixé au formol et inclus en paraffine. Rarement, on a du tissu congelé. Donc, pour retenir, dans notre cas, pour les cancers de l'ovaire, on doit tester sur les cellules somatiques le BRCA et le déficit de la recombinaison homologue. Donc, vous savez que 5 à 11% des cancers de l'ovaire présentent une mutation somatique exclusive sans altération constitutionnelle. Et donc, mais il faut savoir aussi si on découvre une mutation somatique chez une femme qui a dans un cancer de l'ovaire, il faut adresser la patiente en consultation génétique pour rechercher une anomalie constitutionnelle.
Donc ça doit être... Nous, on n'a pas, ou la pathologiste moléculaire, on n'a pas le droit de signer une anomalie constitutionnelle, même si on sait que c'est constitutionnel, parce qu'en faisant le testing, on voit le caractère hétérozygote ou homozygote, et donc on peut savoir si c'est constitutionnel ou pas, mais ça ne peut être confirmé que par consultation oncogénétique dans le sang. Mais il faut savoir aussi, si la patiente est connue porteuse d'une mutation BRCA, par exemple, elle a développé un cancer du sein, on a fait ce testing dans le sang, ça suffit et on n'est pas obligé de refaire sur le testing somatique. Donc, de découvrir une mutation BRCA dans le sang, ça suffit pour indiquer les antiparts et pour confirmer un déficit de la recombinaison homologue. Et tout ça souligne l'importance d'un partenariat étroit entre généticiens constitutionnels et pathologistes moléculaires. Donc, sur le plan pratique, on a une femme qui a un cancer de l'ovaire, on va indiquer de haut grade, donc on a besoin d'un testing. On va le faire sur quel matériel? Donc, la réponse, vous la savez, c'est sur prélèvement histologique fixé au formol inclus de paraffine, de préférence avant chimio. Parce que la chimio peut induire des anomalies de l'ADN, comme vous savez, et ça peut altérer l'analyse. Comment on le fait? Retenez, on ne peut faire ce testing que par NGS. Il n'y a pas moyen de tester un BRCA, de faire un testing adéquat sans NGS. Pourquoi? Parce qu'on sait que les deux gènes sont très longs. Et on sait qu'il n'y a pas de hotspot. On ne sait pas où chercher dans ces gènes l'anomalie. Il y a plus de 2000 anomalies décrites associées à un statut HRD. Donc, on ne peut pas savoir. Les gens qui font par PCR en temps réel, par séquençage sans gène, ça, ce n'est pas convenable. Une seule situation où on peut faire le séquençage sans gène, c'est en constitutionnel, pas en somatique. Lorsqu'on a une femme, on connaît la famille, on connaît la mutation fondatrice de BRCA, donc on va la cibler parce qu'on sait sa mère a cette mutation ou sa sœur. Mais dans le somatique, on peut ne faire que par le NGS parce que d'abord, on a deux gènes qu'on ne connaît pas où il y a les hotspots, deux gènes qui sont longs, et puis qu'on a d'autres multitudes de gènes. On a beaucoup d'autres gènes à analyser. Et on a aussi les anomalies épigénétiques. On ne va pas analyser que les mutations, on va analyser aussi les hyperméthylations. Donc tout ça fait que pour faire un testing BRCA et ou HRD, on a besoin du NGS. Qui prescrit le test tumoral? Donc la solution est bien connue, c'est le clinicien qui prend en charge la femme, le chirurgien ou l'oncologue médical. Ça peut être par délégation l'anatomopathologiste. Si on a les traitements disponibles, les testings disponibles, beaucoup de centres le font au diagnostic. Dès que l'anatomopathologiste diagnostique un cancer de haut grade de l'ovaire, il déclenche le processus de testing. Donc, c'est important d'identifier un circuit bien identifié au sein de toute l'équipe pluridisciplinaire. Donc, c'était la première option de faire le testing BRCA pour rechercher une anomalie de la recombinaison homologue. Deuxième option, on peut faire le test HRD, ce qu'on appelle la recherche de cette anomalie de recombinaison homologue dans les cellules. Il faut savoir que ça ne peut être fait que sur somatique. On ne peut pas faire un test HRD dans le sang, sur les cellules germinales. Et la positivité du test HRD, contrairement à ce qu'on a dit tout à l'heure pour le BRCA, ne sert pas pour faire un diagnostic génétique. Donc, pour faire un conseil génétique, si on a une anomalie somatique, on adresse en génétique et ça prédit qu'elle a une anomalie génétique. Pour le test HRD, c'est très compliqué et ce n'est pas sur un test HRD positif qu'on va indiquer une analyse constitutionnelle. Donc le testing HRD, c'est quoi? On a dit qu'on va voir la conséquence de ces anomalies de gènes, donc c'est l'instabilité génétique. Le génome est instable, tellement il y a des cassures, des anomalies, ça devient un génome très, très anormal, donc lié à l'incapacité de réparer l'ADN. Donc pour faire ce testing, il y a plusieurs façons. Donc, il y a des scores qui ont combiné selon les techniques. Donc, on va revenir sur ces scores. Les trois les plus utilisés sont quoi? Sont d'abord la perte de l'hétérozygotie. Dans un ADN normal, on est hétérozygote, mais lorsque la cellule a une seule copie de ce gène, donc elle est homozygote, c'est-à-dire qu'elle a perdu cette copie, donc c'est-à-dire qu'il y a une cassure dans cet ADN. Deuxième façon d'analyser le HRD, c'est le télomérique allelic imbalance. Dans les extrémités des chromosomes, on a les télomères.
Et c'est des séquences répétitives, non codantes, qu'on trouve dans les extrémités de chaque chromosome. Lorsque la taille des télomères devient différente d'un chromosome à l'autre, donc normalement c'est kiff-kiff, lorsque c'est différent d'un chromosome à l'autre, donc il y a des cassures, et c'est un signe indirect qu'il y a une cicatrice, une anomalie de la recombinaison. Autre score qu'on utilise, c'est les cassures chromosomiques à grande échelle. Lorsque les gènes ne sont pas équivalents dans les deux chromosomes, il y a plusieurs cassures à l'intérieur des chromosomes. Donc pour faire ça, il y a plusieurs techniques qui sont disponibles. Initialement, c'était le test Myriad, mais maintenant, on a beaucoup d'autres tests qui sont validés pour le diagnostic. Mais ça reste quand même des analyses lourdes à faire. Et la stratégie, donc comment on va hiérarchiser ces tests? On a 2 tests, par quoi on va commencer. Donc la règle, c'est tout cancer de haut grade de l'ovaire non missionneux doit avoir un test. Puisque le testing BRCA, c'est relativement plus facile que le testing HRD, donc on va commencer par le BRCA, somatique bien sûr. Si on trouve une mutation pathogène, dans ce cas, on a la chance de la trouver dans environ 20% des cas. Donc on va s'arrêter là, la patiente elle est éligible aux antiparts, et il ne faut pas oublier d'envoyer la patiente pour le diagnostic oncogénétique. Si le BRCA n'est pas muté, donc on est obligé de passer au test HRD qui est un peu plus compliqué. Et s'il est positif, c'est une indication au traitement. S'il est négatif, donc on ne peut pas recevoir le traitement. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on ne va pas se baser sur ce test pour envoyer en oncogénétique. Et je vais finir par quelques règles de bonne pratique pour réaliser ces tests. Le diagnostic moléculaire nécessite des tests de contrôle qualité et d'assurance qualité très importants, ça vous le savez mieux que moi. Un test moléculaire faussement négatif va perdre aux patients des chances de traitement efficace et faussement positif, donc on va exposer le patient à des coûts importants et à des effets indésirables qui peuvent être importants. Et dans tout ça, donc, il faut respecter les normes préanalytiques, je souligne surtout préanalytiques, analytiques et post-analytiques. Et idéalement, ce n'est pas encore le cas en Tunisie, un labo doit être accrédité dans la norme ISO 15189 pour réaliser un testing moléculaire. Donc l'analyse moléculaire tumorale se fait sur matériel FFPE. Elle est délicate, pourquoi? Parce que le prélèvement peut être peu abondant. Et je salue le professeur Hatem Bouzaïen pour insister sur ça, c'est très important, on n'insiste jamais assez. Pour faire le testing BRCA et testing HRD, on a besoin de beaucoup de matériel. Ce n'est pas comme le GFR et les autres analyses moléculaires du poumon. On a une centaine de cellules, on peut faire le testing. Même 5% de cellules tumorales, ça peut donner un résultat. Pour le BRCA, c'est un gène long, plusieurs exons. D'autres gènes, on doit analyser. Et c'est des techniques compliquées. Donc, je reviens sur la quantité de cellules tout de suite. Donc, on a besoin d'un prélèvement peu abondant qui ne doit pas être altéré par les artefacts de coagulation. Ça écrase beaucoup, ça détruit l'ADN et des fois on a des gros fragments mais qui sont coagulés, ça ne va pas être adéquat pour l'analyse. Et il faut avoir le minimum de nécrose. Ça c'est le prélèvement en lui-même. Maintenant, la fixation et la conservation. Vous savez que le formol dégrade l'ADN et déjà on a ça. Donc il faut avoir une fixation dans les normes, c'est-à-dire je reviens tout à l'heure sur le formol. Donc, sur quel prélèvement? C'est tous les prélèvements tumoraux de la cavité abdominale. Donc, c'est la même chose. Ça peut être la biopsie de la trompe, de l'ovaire, du péritoine. Il est recommandé de réaliser lors de la chirurgie initiale au moins 4 à 6 biopsies de belle taille, au moins 5 à 10 mm de taille. On sélectionne les territoires non nécrotiques et en évitant l'électrocoagulation et que ces biopsies soient réparties dans des pots différents. Donc déjà, le chirurgien les répartit. Et nous, les anapathes aussi, on ne doit pas les mettre tous dans les mêmes cassettes pour économiser le matériel. Ils doivent être fixés chacune dans une cassette à part. Donc le préanalytique, j'insiste toujours encore, c'est très important pour pouvoir faire un test adéquat. Dans le préanalytique, c'est-à-dire avant l'analyse du test, il y a quoi? Il y a avant la fixation et puis la fixation. Avant la fixation, c'est ce qu'on appelle l'ischémie froide. C'est le délai entre que le chirurgien enlève le prélèvement et le met dans le fixateur. C'est le délai entre la dévascularisation et la fixation. Pour les biopsies chirurgicales de 10 mm, ça ne doit pas dépasser les 20 mm. Et pour les pièces, ça ne doit pas dépasser 1 heure à température ambiante. Donc, des fois, on a les pièces qui restent sur le bloc
qui traîne pour l'examen extemporané, qui traîne un peu sur la paillasse de l'anapathe. Et donc ça détruit l'ADN si on prend plus qu'une heure dans les températures ambiantes pour fixer la pièce. Donc l'ischémie froide, il faut penser à ça et essayer de la réduire au minimum. La fixation, très important, désolé, je vais insister, mais c'est le délai. Donc le délai de fixation entre le prélèvement et la mise dans le formol. La qualité du formol. Des fois, on utilise un formol qui est ancien, qui est acide, donc ça va dégrader. Le formol en lui-même dégrade, et de plus, lorsqu'il est acide, lorsqu'il n'est pas tamponné, ou lorsqu'il n'est pas dilué dans la concentration adéquate. Des fois, des blocs on ne fait pas attention à la concentration, et un formol dilué va altérer l'ADN, plus qu'un formol concentré, mais aussi s'il est très concentré, ça dégrade l'ADN. Il faut aussi surveiller le volume. Il ne suffit pas d'émerger dans un flacon de formol. Il faut avoir une grande quantité de volume. Théoriquement, c'est un volume de pièces pour 10 volumes de fixateurs. La durée est très importante. Certains labos veulent faire vite, veulent donner des réponses. Ils fixent un peu et ils passent la technique. Ça, c'est très délétère. Pour les petites biopsies de la radio, c'est 6-12 heures. Mais pour les biopsies chirurgicales, c'est 12 heures à 24 heures. Et pour les pièces, 24-72 heures. Et ce délai est très important. Il ne faut pas courir pour faire le diagnostic histologique. Et une sous-fixation est très délétère et on ne peut pas se retourner en arrière. Une surfixation, c'est moins grave. On a quelques moyens de remédier un peu. Mais si on a mal fixé au départ, c'est raté. Et puis, lors des techniques à la pâte, on a des procédures à faire et ces procédures peuvent altérer. Même si on a bien fixé au début, si on a une température importante de la paraffine, ça altère. La décalcification altère, sauf si on utilise le DTA. Et il faut choisir le prélèvement le plus récent. Lorsque les blocs sont archivés, même s'ils sont fixés, il y a une dégradation qui se passe. Et donc, il faut avoir des prélèvements récents, le plus récent possible. Et j'ai terminé. Et de préférence avant le traitement de chirurgie. Bon, la taille des prélèvements, ça on l'a dit. Les normes analytiques, j'ai dit, donc ça doit être le NGS. Il faut faire une analyse complète de tous les exons et même les codons non codants, donc pour voir les promoteurs, les intrants. On va donner que les variants pathogènes. Des fois, vous trouvez dans les rapports des variants classe 3, classe 2. Ça, il ne faut pas les mentionner. En somatique, je parle bien. En somatique, c'est variants pathogènes ou probablement pathogènes. Les variants de classe 3 de signification incertaine, ça, on ne tient pas compte. Et donc, je termine. Donc, à l'hôpital Charles-Nicolle, on a une plateforme très bien organisée, très bien équipée. On a commencé à tester le NGS. On a fait une petite série pour essayer de valider la technique. Et ça, c'est une petite série, mais qui, dans un cas sur deux, l'ADN était non analysable. Malgré qu'on a essayé de choisir des cas de l'hôpital Charles-Nicolle, des petits fragments qui sont bien fixés. Et on ne peut pas faire le testing HRD pour le moment, bien que le NextSeq est disponible au service génétique pour tout l'hôpital et pour les autres hôpitaux, mais on n'a pas encore les moyens de le faire. Donc, pour conclure, la recherche de mutations BRCA et ou des anomalies HRD doit être réalisée pour tous les cancers de haut grade de l'ovaire, de la trompe, du péritoine, non missionneux. Les mutations BRCA2, 1 ou 2 sont trouvées dans 20% des cas à peu près. 13 à 15% sont germinales et 7% sont somatiques. Et la moitié des cancers de l'ovaire ont une anomalie de la recombinaison homologue. Ces tests doivent être somatiques. Deux approches, soit on commence par le BRCA 1 et 2, et puis on passe au test HRG si c'est négatif. Si on a BRCA muté, pas besoin de faire HRD. Si on a BRCA muté génétique, pas besoin de faire BRCA en somatique. Et un test HRD positif n'implique pas une analyse germinale. Le préanalytique très important, donc ça on l'a dit. Je vous remercie pour votre attention, je remercie toute mon équipe et AstraZeneca. Merci beaucoup Soumaya pour cette excellente présentation qui nous informe en fait qu'il faut changer nos pratiques désormais. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour Soumaya? D'accord. Une question peut-être. Merci beaucoup, professeur Rameh. Je suis docteur Karim Khalout. On a eu un échange d'ailleurs par email pour qu'on discute. Je suis le PDG donc, de la société ACTG CRO. J'avais deux questions justement concernant les 5 à 11% des cancers de l'ovaire
sont présents dans une mutation somatique et les mutations BRCA1 et BRCA2, ils sont présents dans 20 à 22% des cancers de l'ovaire. Est-ce que ça concerne la population tunisienne ou y a-t-il eu des études qui ont montré ces C'est résultats-là? des chiffres de la littérature. Je n'ai pas de chiffres en somatique en Tunisie, mais ça ne doit pas changer beaucoup puisqu'on parle du somatique. Les mutations somatiques sont généralement équivalentes dans la majorité des pays. Sur le constitutionnel, ça peut changer un peu, mais à mon avis, on doit avoir les mêmes pourcentages, mais on n'a pas de chiffres exacts. D'accord. Et ma deuxième question, c'était pour le besoin de NGS. Donc, est-ce que c'est une pratique routinière en Tunisie ou est-ce que les samples sont envoyés à l'étranger pour Bon, il y a les deux, mais je parle dans notre pratique. Malheureusement, les séquenceurs sont disponibles dans plusieurs centres. À Charnicole, il y a le Nexti qui permet le HRD et le BRCA. Le centre de pharmaco qui nous a, je ne l'ai pas remercié, mais qui nous donne son séquenceur à disposition pour faire le BRCA. Donc les séquenceurs sont disponibles, les compétences sont disponibles. Ce qui manque en Tunisie, c'est un circuit bien établi avec des consommables, des kits pour faire le testing, c'est tout ça. C'est simplement ça, malheureusement. On investit dans des machines, puis on finit pas le circuit. En fait, c'est envoyé à l'étranger alors pour le testing. Je pense qu'on a dit qu'il y a dans le privé des gens qui le font et à l'étranger. Ok, d'accord. Merci. Merci beaucoup, Dr. Rameh.